Bonjour à tous. La science marche sur deux pieds, c'est bien connu. L'expérience et la théorie. Une théorie raisonnée, faite de rigueur et de calcul. Mais l'intuition, la sensibilité, l'imagination, essentielles à la création artistique, seraient absentes de la recherche scientifique. Le chercheur, comme chaque individu, pourrait nourrir son être profond par des expériences sensibles, des rêves, des fantasmes. Le bonheur qu'il en retirerait pourrait, qui sait, aiguiser sa clairvoyance. Mais dans le travail quotidien, l'imagination lui serait étrangère, si ce n'est pour trouver des financements qui parfois en nécessitent beaucoup. Si nous consacrons un débat au pouvoir de l'imagination en science, vous imaginez bien que c'est évidemment que la réalité est bien différente. 3 images et une histoire pour nous ouvrir l'appétit. Alors évidemment, je n'avais pas prévu. Voilà. Je ne vais pas faire de grands commentaires sur les images, juste des légendes rapides. Toutes les 3, elles sont issues d'un livre formidable intitulé « Images de pensée », qui a été écrit par Marie-Aude Caraès et Nicole Marchand-Zanartou et qui rassemble des dessins élaborés par des artistes et des scientifiques pour appuyer leurs pensées. Donc celui-là, c'est l'œuvre du géographe Philippe Rekasevich en esquisse d'un article qui était baptisé « Mourir aux portes de l'Europe ». Le second, il a été réalisé par le physicien Stephen Wolfram pour encadrer sa théorie des automates cellulaires. Voilà. Le dernier, c'est l'œuvre du psycholinguiste Alfred Korzybski, qu'il a conçu en 1924 pour tenter de mieux comprendre et faire comprendre la différence structurelle qu'il percevait entre les comportements des humains et des animaux. Il l'avait baptisé l'anthropomètre. L'histoire maintenant, je la dois à un des intervenants présents aujourd'hui. Elle concerne un certain Albert Einstein. Pour formaliser sa théorie de la relativité générale, le chercheur allemand avait demandé à un de ses amis, le mathématicien Marcel Grossmann, de l'aider. Les 2 hommes travaillent, publient, travaillent encore, et avec toute la rigueur que vous imaginez. Mais au bout de 2 ans, Einstein assure à Grossmann qu'ils font fausse route. Grossmann s'étonne, il cherche l'erreur, il l'interroge, et Einstein lui montre une des conséquences de leur élaboration commune, un défaut de symétrie que David Elbaz, vous aurez compris que c'est lui qui m'a raconté cette histoire, un défaut de symétrie, et il lui répond « Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce que c'est pas du tout ce que j'avais imaginé. » On connaît la fin de l'histoire. Einstein avait raison. Il bouclera sa théorie 2 ans plus tard, et c'était celle qu'il avait imaginée. Le pouvoir de l'imagination, nos 3 invités l'exercent quotidiennement. Professeur à l'école polytechnique, titulaire en 2014-2015 d'une chaire temporaire au Collège de France, Marie-Paule Cany est spécialiste d'une discipline assez méconnue, l'informatique graphique 3D. Méconnue, mais de plus en plus présente dans notre vie quotidienne et de plus en plus exigeante scientifiquement. Et pourtant, imaginer relève chez elle de la pratique habituelle, parce qu'elle manie constamment des images, mais aussi parce que, elle nous le racontera, ses créations naissent souvent de visions. Jean-Claude Amezen, beaucoup d'entre vous le connaissent, ou du moins connaissent sa voix enjôleuse, son talent de conteur, sa pertinence scientifique. Médecin immunologiste, chercheur en biologie, ancien président du Comité national consultatif d'éthique, il tisse chaque semaine, depuis maintenant 10 ans, dans son émission Sur les épaules de Darwin, des récits scientifiques, des récits qui associent fiction et réalité, mythe et histoire. L'imagination aurait-elle un pouvoir plus grand que prévu? Enfin, David Elbaz est astrophysicien, directeur de recherche au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, où il dirige le laboratoire Cosmologie et évolution des galaxies. Sa spécialité, c'est le continent noir, les trous noirs, la matière noire, énergie noire. Des concepts imaginés avant d'avoir été mis en évidence. Les 2 derniers, du reste,
demeure aujourd'hui hypothétique. Mais est-ce bien étonnant finalement? Toute découverte scientifique, toute nouvelle compréhension du monde ne naît-elle pas d'un éclair d'imagination? Eureka, comme dirait Archimède. Alors David, imaginez que vous avez 12 à 15 minutes pour nous éclairer. Merci beaucoup Nathaniel, merci pour votre invitation. Et donc pendant ces 45 minutes, le temps étant relatif, je voudrais vous parler d'un regard qu'on peut porter justement sur le pouvoir de l'imaginaire avec quelques anecdotes, quelques exemples issus du monde de l'astronomie d'aujourd'hui et d'hier. Quand dans le bouddhisme, on dit que c'est le cœur qui donne sa forme au monde que l'on perçoit. Alors là, il m'arrive un truc, c'est que c'est à l'envers. Donc voilà, c'était la fin de ma conférence. Voilà. Donc, j'avais pas imaginé ça. Je répète la phrase. Donc, dans le bouddhisme, c'est le cœur qui donne sa forme au monde tel qu'on le perçoit. Et la raison pour laquelle je cite cette phrase, c'est parce que aujourd'hui, quand un astrophysicien regarde l'univers à travers ses télescopes, ses observatoires, il imagine beaucoup plus qu'il ne voit ce qui est sur l'image. Pour vous en donner un exemple, vous avez ici deux images qui se ressemblent. Celle de gauche est un tableau d'une peintre coréenne qui s'appelle Bang Haija, et celle de droite est une image de l'univers tel qu'il était il y a 13,8 milliards d'années, prise avec un télescope. En dehors de la différence en taille des grains que vous voyez sur ces deux images, les couleurs se ressemblent, et dans les deux cas, vous avez des grains rouge-bleu, et pas grand-chose de plus à dire, à part le fait que peut-être le tableau est un peu plus joli. Et pourtant, quand un astrophysicien regarde l'image de droite, lui, ce qu'il voit, c'est que l'univers a à peu près 13,8 milliards d'années. Il connaît au pourcent près la quantité de matière qu'il y a dans l'univers. Il peut vous dire à quelle vitesse il s'étend. Il peut vous dire qu'on peut mesurer les germes des galaxies qui sont dans l'univers d'aujourd'hui, qui vont donner naissance au Soleil et à la Terre, depuis cette image. Il mesure toute une palette d'informations et il va même jusqu'à voir l'invisible, à imaginer, comme le disait Nathaniel tout à l'heure, de la matière noire, de l'énergie noire, tout ça à partir de cette image. C'est une vision qui est canalisée par une théorie, par un modèle. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, une partie des composantes qu'on a imaginées continue d'échapper à nos détections. Et là, on se demande, est-ce que le cœur du scientifique qui regarde cette image ne s'est pas trompé? Est-ce que finalement, le regard qu'on a porté n'était pas entaché d'erreurs et finalement, on a vu autre chose que ce qui était dans l'image? Parfois, on se rend compte que le scientifique, quand il cherche, s'appuie sur une démarche qui n'est pas purement linéaire, qui est nourrie d'analogies. Einstein s'est nourri d'analogies, comme le fait que lorsque vous êtes dans une fusée qui s'élève vers le haut, vous ressentez une attraction vers le sol analogue à celle que vous ressentez ici dans cette salle, une attraction vers la Terre. Si nous étions dans une fusée qui serait en train d'accélérer, eh bien, on n'aurait aucune façon de savoir si nous sommes sur Terre ou dans une fusée. Cette analogie a troublé Einstein, il en a déduit toute une théorie. Et il y a des a priori qui influencent les scientifiques, comme celui d'une quête de l'unité, l'harmonie cachée de l'univers. C'est quelque chose qui motive les scientifiques à tel point qu'on peut se demander si ça ne les rapproche pas de ce que le psychothérapeute Paul Diel appelait dans sa psychologie de la motivation une quête d'un retour à l'unité primordiale, du fœtus. Et lorsque on cherche une théorie du tout, on suppose qu'il y a quelque chose, une unité derrière, et on essaye d'imaginer le monde tel qu'on le voit, tel qu'on le pense. Et parfois, des invités viennent, comme le champ magnétique dans cette image, qui ressemble à un tableau de Van Gogh, mais qui est une image réelle de l'univers, dans laquelle vous voyez au milieu la Voie lactée. Et puis, le champ magnétique est venu comme un artiste peindre, donner des coups de pinceau pour montrer l'orientation de la matière qui va suivre le champ magnétique pour aller donner naissance à des étoiles. Ce que vous voyez là, ces mouvements-là, ces coups de pinceau-là, en fait, c'est nos origines. C'est-à-dire que la matière a été canalisée comme ça. Il y a une forme de beauté qui est toujours présente de façon inavouée dans la recherche. Et cette beauté-là, finalement, participe à notre quête de l'harmonie et d'une hypothèse de base qui est qu'on pense qu'il y a une beauté sous-jacente à l'univers. Alors, quand on essaye de développer le pouvoir de l'imaginaire, on ne sait pas du tout quel est le truc, mais parfois, souvent, c'est un petit détail qui transforme toute notre vision de l'univers.
L'histoire que je vais vous raconter s'est produite le lundi 12 janvier 1998. Adam Rees est à Hawaï, parce que les astronomes aiment bien aller à Hawaï. Et en dehors du soleil et de la plage, il y a des télescopes. Adam Rees est donc en train d'observer et il vient de se marier. Son épouse est avec lui. Il a décidé de faire son voyage de noces à Hawaï, de mêler les deux. Et il vient de finir ses observations. Il est en train de regarder ses données. Il est 18h30. Sa femme lui dit « Écoute, il est l'heure d'aller dîner. On dîne tôt à Hawaï. Il est l'heure d'aller dîner. J'ai réservé la table. Allons-y. » Et là, Adam Rees dit « Attends un instant, il y a un truc qui ne va pas. » Et le truc qui ne va pas, c'est qu'il a vu une supernova 30% trop faible. Vous imaginez que c'est difficile, quand vous êtes en voyage de noces, d'expliquer à votre femme que vous n'allez pas venir parce qu'il y a une supernova qui est 30% trop faible. Alors, pour ça, il faut que je vous donne un peu le contexte. Qu'est-ce que c'est qu'une supernova? C'est un couple d'étoiles. Vous savez que plus de la moitié des étoiles vivent en couple dans l'univers. Quand on regarde les étoiles, on les voit isolées, mais elles sont en couple. Et comme chez nous, souvent, enfin parfois, les couples tournent mal. Quand les couples sont trop fusionnels, retenez bien ça, quand ils sont trop fusionnels, il arrive qu'il y en ait un qui bouffe l'autre. Et il a une indigestion et il finit par exploser. Et nous, les astrophysiciens, on raffole des couples stellaires qui tournent mal. Alors pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ça tourne mal, quand l'étoile explose, elle produit exactement la même quantité de lumière. C'est ce qu'on appelle une chandelle standard. Donc on utilise les fins tragiques de couples stellaires en fusion un peu trop intense pour mesurer les distances dans l'univers. Alors c'était un peu difficile pour Adam Rees d'expliquer à sa femme qu'il venait de trouver un couple qui venait de foirer et que c'était pour ça qu'il n'allait pas manger avec elle pour son voyage de noces. Vous voyez que c'était un peu délicat, donc il a dit 30% supernova. N'empêche qu'il savait qu'il y avait une équipe en compétition qui était sur le coup, qui avait les mêmes données et qui n'avait pas encore vu ce qu'il venait de voir. Ce qu'il venait de voir, c'était que ce n'était pas une incertitude de la mesure, ce n'était pas de la poussière qui s'était interposée entre l'étoile et nous. Il avait imaginé un autre monde de ce petit détail. Tout d'un coup, l'univers dans sa tête est devenu un autre univers. Un univers dans lequel l'espace qui est entre vous et moi est doté de plus d'énergie que tout ce qu'il y a dans l'univers. Il y aurait plus d'énergie dans l'espace que dans la matière. Un monde qui serait en train de vivre aujourd'hui un nouveau Big Bang. En d'autres termes, le rêve, le Graal de tous les astrophysiciens qui est d'aller voir le Big Bang au moment où ça s'est produit, ce qu'on ne peut pas faire, on le vivrait maintenant, en temps réel. Tout ça à partir de 30% d'écart pour une supernova. Et là, il se dit, il faut à tout prix que je prévienne mes collègues. Et il envoie un mail à 18h36. Et il devait connaître la phrase que je vous ai dit tout à l'heure des bouddhistes, que le monde, que c'est le cœur qui donne sa forme au monde tel qu'on le perçoit, parce qu'il leur dit la chose suivante. Quand vous allez regarder les résultats que je vais vous envoyer, ne les regardez pas avec votre tête ni avec votre cœur. Regardez-les avec vos yeux. Ne me faites pas de coup du bouddhisme, hein, ce n'est pas votre cœur qui est dans le coup. Là, regardez juste ce que je vous montre, parce que là, on vient de mettre le doigt sur quelque chose de monstrueux. Première réponse d'un collègue, il lui dit « Attention, Einstein s'était déjà planté sur ce coup-là, fais gaffe ». Deuxième réponse, vas-y à fond, il faut qu'on y aille avant les autres. Ce qui va conduire Bob Kirchner, un collaborateur, à dire, lors d'une interview pour le New York Times, savez-vous quelle est la plus grande force dans l'univers? Et avant que la journaliste réponde, il dit, ce n'est pas la gravité, c'est la jalousie. Et donc, il publie le résultat, prix Nobel de physique en 2011. Il vient de trouver une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'univers. Et voilà cette phrase qu'il a dite. Et voilà qu'il a transformé le monde à partir d'un détail qui s'est révélé être fondamental. Et ce détail, il a pu s'appuyer dessus parce qu'il s'est appuyé sur la théorie d'Einstein. Au moment où Einstein a développé sa théorie de la relativité générale, et il a dit que l'espace pouvait avoir une forme, on a posé la question à Eddington, savez-vous qu'il semblerait qu'il n'y ait que 3 personnes dans le monde capables de comprendre la relativité générale? Et Eddington a répondu, ah bon? Qui est le 3e? Alors qu'aujourd'hui, vous allez dans un master de physique théorique et vous voyez des tout petits jeunes qui maîtrisent la relativité. C'est-à-dire que ce qui a été de l'ordre de l'imaginaire au début est devenu complètement digéré aujourd'hui. Et c'est la même idée. Alors, malgré le fait que Einstein avait
Pardon, je vais cacher d'abord l'image. Au moment où Einstein a imaginé sa théorie de la gravitation, cette idée que l'espace peut être courbé, eh bien, il s'est passé au même moment une découverte analogue dans le monde de l'art. Et j'aimerais partager avec vous cette petite coïncidence qui m'a profondément troublé. Il se trouve qu'en 1910, Georges Braque veut libérer la peinture de la perspective imposée par la perspective traditionnelle qui date de la Renaissance, et il veut libérer l'art des règles de la perspective. Et pour ça, il veut représenter les distances non pas telles qu'elles sont par rapport à nous, mais par rapport aux objets entre eux. Il veut représenter l'art de cette façon-là. Et ce dont il se rend compte, c'est que la seule manière de faire ça, c'est de donner forme à l'espace. Et il va comme ça inventer le cubisme. On est autour de 1910. Au même moment, Einstein se rend compte que les distances entre les êtres, entre les objets, dépendent de l'observateur, de celui qui regarde, du point de vue. Et il ne veut pas décrire l'univers vu par Jean-Pierre Martin, 1,80 m, dans un train à 70 km/h entre telle et telle distance. Non, il veut décrire l'univers tel qu'il est. Et pour ça, il s'aperçoit qu'il n'a qu'une seule façon de le faire, c'est de donner forme à l'espace. Et il a obtenu le même résultat que Braque au même moment, et tous les deux ont abouti à la même conclusion que l'espace devait se manifester par lui-même si on voulait se libérer du point de vue. Donc voilà la force de l'imaginaire, le pouvoir de l'imaginaire. Einstein est pour nous le maître de l'imaginaire, et pourtant, les deux plus grandes découvertes qui sont associées à Einstein, ce sont des découvertes qu'il a refusées. Ce sont des découvertes qu'il a refusé d'accepter. C'est le Big Bang et les trous noirs. Donc il a lui-même connu une limitation. Alors, pour ce qui est du Big Bang, j'aimerais vous relater une discussion qui a eu lieu entre l'abbé Lemaître et Albert Einstein. L'abbé Lemaître a rencontré Albert Einstein au cours d'un congrès, Solvay, en 1927. Il se trouve que Einstein avait écrit sa théorie de la relativité générale, qui était un ensemble d'équations mathématiques sans solution. Il n'avait pas la solution. Et voici ce que raconte Georges Lemaître de sa rencontre avec Einstein. Il le croise et lui dit « Avez-vous lu ma théorie publiée dans les Annales de la Société scientifique de Bruxelles ?»« Oui, je l'ai lu. Vos mathématiques sont parfaites, mais votre physique est abominable. » Alors attention, il ne parle pas de son physique. Mais ce n'est pas un terme scientifique de dire que votre physique est abominable, d'accord ? C'est quand même Albert Einstein dont on parle. Et l'autre lui dit « Mais que pensez-vous de mon idée d'un atome primitif ?» C'est-à-dire, en gros, ce que nous, on connaît comme étant la théorie du Big Bang. Et Einstein lui répond « Non, pas ça. Non, ça suggère trop la création. » Il refuse l'idée d'une solution mathématique parfaite à ces équations parce qu'il n'imagine pas le monde que lui propose l'autre. Alors il faut savoir que l'abbé Lemaître, ce n'est pas un hasard si c'était un religieux, puisque lui-même était en quête d'une théorie qui soit en accord avec ce que lui imaginait. Et donc, bien entendu, la théorie du Big Bang collait plus avec ce que lui il attendait, c'est peut-être pour ça qu'il a vu la solution. Néanmoins, Einstein a été victime de ce que Bachelard appelait un obstacle épistémologique, c'est-à-dire que c'est la connaissance qui a limité la capacité d'accéder à la connaissance. Et la solution proposée par Bachelard, c'est de garder sa raison inquiète. Être toujours inquiet. Un bon scientifique, c'est quelqu'un d'angoissé. Donc, quand j'ai des étudiants qui ont l'air épanouis, je me dis, ça ne va pas. Et donc, voilà. Donc, la deuxième raison qui a bloqué Einstein, c'est cette idée de ne pas coller à la Genèse. Et ça, c'est très intéressant parce que parfois, l'idée qu'on refuse revient par un moyen détourné et rentre dans l'inconscient du scientifique, à peu près là, et émerge à peu près là. Et c'est ce qui s'est passé dans les années 50 avec Fred Hoyle. Fred Hoyle est un très grand physicien qui a inventé le terme de Big Bang. Et voici la phrase qu'a prononcée Fred Hoyle dans une des émissions qu'il animait à la BBC. « Les scientifiques aiment le Big Bang parce qu'ils sont obnubilés par le livre de la Genèse. La première page de la Genèse est très profondément inscrite dans le psychisme de la plupart des scientifiques. Donc le pouvoir de l'imaginaire des savants serait canalisé par la quête de valider le mythe dans lequel on vit. » Et lui, Fred Hoyle, refusait ça.
Et donc, pour se démarquer de cette théorie, il l'a appelé Big Bang, c'est lui qui a donné le terme, et en donnant ce terme de Big Bang, il a repris une technique qui est celle de toutes les grandes religions et les grandes traditions spirituelles dont il voulait se démarquer. Je vais vous dire comment. Si vous vous souvenez du terme qui est utilisé dans la Bible pour décrire le chaos primordial à l'origine de toute chose, c'est le tohu-bohu. Bon, plus facile. Chez les Chinois, dans le classique du Huainanzi, le classique du prince de Huainan, c'est le Huntun, bien sûr. Chez les Maoris en Nouvelle-Zélande, c'est le Koré-Koré. Bon, plus près. Les Peuls en Afrique, Kala-Kala. Kala-Kala, Koré-Koré, Huntun, Tohu-Bohu, Big Bang, la même recette. Vous voulez décrire le chaos primordial à l'origine de toute chose, et vous utilisez un mot qui contient une symétrie sonore, une résonance, qui suggère que de manière non manifestée, il y a des principes qui vont organiser le monde derrière le chaos apparent. Fred Hoyle a repris la même technique alors qu'il voulait s'en libérer. L'idée s'est immiscée dans sa tête sans qu'il le sache. Ce principe-là prouve qu'il y a malgré tout une forme de subjectivité dans le regard des scientifiques. Et ce que disait Claude Lévi-Strauss, c'est que finalement, peut-être que l'objectivité, c'est ce qui se trouve à la croisée de toutes les subjectivités. Alors, je vais vous donner un exemple qui illustre bien cette idée que parfois l'idée vient s'infiltrer, s'insinuer de manière très insidieuse dans l'esprit des scientifiques. C'est une expérience qui a été publiée dans le journal Nature Communications en 2016 par Tinsley et al., où on envoie un seul photon unique dans l'œil de l'expérimentateur et il doit appuyer sur un bouton s'il croit ou pas qu'il y a eu un photon qui est arrivé. Et s'il appuie plus souvent au moment où il y a eu un photon, on pense qu'il y a eu quelque chose de détecté. Et l'auteur de l'étude a voulu faire lui-même l'expérience. Donc il a pris la place qu'on voit sur l'écran, il a essayé de détecter ça, et puis il a appuyé sur le bouton. Et voici ce qu'il dit. Le plus surprenant, c'est que lorsqu'un photon est perçu, ce n'est pas comme si on voyait de la lumière. On ne voit pas un flash, mais c'est plutôt comme un sentiment, comme une sensation, à la limite de l'imagination. Donc, pour moi, cette idée, cette imagination, c'est comme le photon unique qui vient dans l'esprit, et puis il faut ensuite lui donner chair. Alors, il m'arrive un truc assez bizarre, c'est que depuis tout à l'heure, il y a marqué 1 minute. Qu'est-ce que c'est que cette pendule ? Je pense qu'il reste 1 heure 6 minutes. Ah, d'accord, bon, j'ai largement le temps. Donc ça me permet de vous parler de Fritz Zwicky, qui... je l'ai, le micro. Qui, lui, savait très bien que ses collègues étaient piégés par ce genre de problème, et donc il leur avait donné un nom. Il les appelait des abrutis sphériques. Et quand on lui demandait « mais pourquoi sphériques ?», il disait « parce que quel que soit l'angle sous lequel vous les regardez, ils sont tout aussi abrutis ». Et donc Fritz Zwicky, c'est lui qui a inventé les supernovae, les étoiles à neutrons, les lentilles gravitationnelles et la matière noire. Alors, sa méthode pour avoir des idées géniales, ça consistait à faire la chose suivante que vous pouvez essayer chez vous. Prenez une question intéressante, hein, pas simplement à quelle heure je dois aller acheter le pain, et une fois que vous avez une question intéressante, vous prenez tous les concepts qui sont associés à elle. En l'occurrence, lui, c'était quelle est l'origine des rayons cosmiques. Et puis, les concepts, ça peut être énergie, explosion, étoile, univers, espace, tout ce que vous voulez. Vous les mettez dans des boîtes, puis vous mélangez ça, ça fait des périphrases, et puis vous les lisez, et ça libère le pouvoir de l'imaginaire. Tout à coup, une idée que vous n'auriez pas imaginée peut arriver. Et lui, il dit que c'est comme ça qu'il a eu des idées géniales, Fritz Zwicky. Alors bien sûr, il y a aussi des idées complètement folles, comme le fait que si on voulait voyager dans la Voie lactée, il suffirait d'envoyer une bombe atomique dans le Soleil, ça ferait des réactions nucléaires un peu décentrées, qui propulseraient le Soleil dans une autre direction, et on partirait avec lui visiter d'autres étoiles. Donc, bon, il n'avait pas de limite, hein, mais donc, moi je vous ai cité surtout les découvertes intéressantes qu'il a réalisées. Alors pour conclure, j'aimerais vous dire une chose, citer les frères Cohen, bien connus dans le monde de l'astrophysique, et le film Barton Fink, parce que think about it, et pas seulement à cause du jeu de mots, mais parce que dans ce film, vous avez un auteur qui est à court d'imagination. Il doit écrire une pièce et il n'a plus rien il n'a plus d'idées. Et son voisin
lui donne une boîte et il lit dans le journal qu'il y a un fou qui tue des gens et qui leur coupe leur tête. Et la boîte a la taille d'une tête. Et il a cette boîte sur son bureau. Et à partir du moment où il a ça, toute son imagination se libère et il écrit sa pièce. Nous autres astrophysiciens, on a une boîte. On appelle ça la matière noire, on appelle ça l'énergie noire, on appelle ça les trous noirs. Et on est aujourd'hui capable de vous donner avec une précision unique, une précision très très fine, de mesurer le niveau de notre ignorance. Et c'est ça cette boîte. C'est-à-dire que peut-être que le pouvoir de l'imaginaire, c'est la capacité de reconnaître et de mesurer son ignorance. Voilà, merci. Merci David. Je ne peux pas résister. Quand on s'est parlé avant, pour préparer ce débat, vous m'avez raconté une histoire que j'aimerais bien que vous nous racontiez, parce que je me demande de quelle manière le chercheur que vous êtes pratique cette technique, ou alors de quelle façon est-ce que vous, les idées peuvent vous venir? Est-ce que vous avez déjà été confronté à ça? Oui, en fait, ce à quoi vous faites référence, c'est que j'ai été confronté à un obstacle épistémologique. De façon très simple, il y a eu une publication dans le journal Nature d'une découverte incroyable. C'était au sujet des quasars. Les quasars, pour nous autres astrophysiciens, ce sont les sources les plus lumineuses de l'univers. Et au cœur d'un quasar, on pense qu'il y a un trou noir. Or, le trou noir ne fait pas de lumière, mais quand la matière tourne autour du trou noir, la matière de la galaxie, elle chauffe et elle produit beaucoup de lumière. Donc on a cette idée-là. Et là, cet article disait qu'ils avaient vu un quasar, mais sans galaxie. Donc en fait, c'est l'analogue d'une voiture qui foncerait à 200 km/h sur la route. Elle s'arrête, vous regardez, il n'y a pas de réservoir d'essence, il n'y a pas de batterie, il n'y a rien. Et là, pareil, un trou noir qui serait capable d'émettre 1000 milliards de fois la lumière du Soleil sans galaxie. Je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir une galaxie cachée. Et je me suis dit, elle doit être cachée par la poussière d'étoiles. Et donc j'ai proposé des observations, on les a obtenues, j'ai rien trouvé. Et quand je me suis retrouvé en vacances avec ma famille en Bretagne, j'avais le désir d'écrire un roman scientifique qui me permette d'imaginer une histoire qui s'appelle « Et Alice Tao se souvint du futur ». Et en écrivant cette histoire, je me suis dit, cette femme, Alice Tao, va faire une découverte exceptionnelle. Je me suis dit, bah, tiens, elle va trouver la clé de ce quasar nu, un quasar qui n'a pas de galaxie. Et j'imagine la réponse qu'elle trouve, la théorie qu'elle trouve. Je me dis, mais si c'était vrai? Et là, je reprends mes données et je trouve dans mon ordinateur ce que j'avais imaginé qu'elle avait trouvé. Donc là, je dis à mes enfants, regardez, c'est dingue. Et là, ils ont ouvert des yeux, ils n'ont rien dit. Ça voulait tout dire, ça voulait dire, il est vraiment fou. Et donc, voilà. Donc j'ai écrit l'article, je me suis rendu compte que je n'avais pas imaginé cette possibilité-là, qui était qu'en fait, le quasar était en train de donner naissance à une galaxie, qu'il se passait des mécanismes qu'on ne connaissait pas. J'ai écrit l'article, et c'était l'écriture de ce roman qui m'a libéré. Et donc voilà, donc je me suis rendu compte à ce moment-là qu'il était possible que beaucoup des questions auxquelles j'essaye de répondre eh bien, n'ont pas de réponse à cause de mes propres blocages psychologiques. Et c'est pour ça aussi que je suis content d'être ici, parce qu'en vous parlant, je me dis, tiens, peut-être qu'il faudrait le dire comme ça, et peut-être que ça va m'apporter quelque chose. Je vous dirai. Et je me demande si c'est vous ou votre personnage qui a inventé. Ça vaudrait la peine de voir. Faites attention, parce qu'en fait, celui qui reçoit le salaire, c'est moi. Mmh. Et elle, on en parlera. Bon, on en parlera après, d'accord. Marie-Paule Cany, je me tourne vers vous. Vous aussi, vous affirmez la dimension créatrice de votre pratique scientifique, puisque non seulement vous pratiquez l'art, mais par ailleurs, vous faites dessiner tous vos élèves à l'école polytechnique. Mettre en image, imaginer. Bon, ben merci beaucoup de m'avoir invité. Merci pour cette question. Alors, j'essaye de faire dessiner mes élèves à l'école polytechnique. Alors, savez-vous que dans un amphi de polytechnique, les élèves ne viennent même plus avec un papier et un crayon. Donc, il devient très difficile de les faire dessiner. Ils n'ont plus qu'un ordinateur dans leur sac, ce qui est vraiment terrible. Donc, j'enseigne ma discipline qui est l'informatique graphique. Et moi, je vais vous parler
de mon expérience personnelle, disons, avec l'imagination. Moi, je n'ai pas commencé par l'informatique, j'ai commencé par les maths. J'ai passé une agrègue de maths et je faisais des maths pures à l'époque. Et ce que j'adorais dans les maths, c'était le fait qu'on puisse dire, eh bien, soit une variété différentielle de dimension 23, et puis on avait cet objet qui apparaissait, donc c'était vraiment la jeunesse dont vous parlez. On était comme un magicien et on pouvait faire apparaître cet objet, comme cela j'ai représenté quelque chose, mais ça veut dire qu'on a une image qui nous vient dans la tête et on est vraiment comme le Dieu qui va créer ce monde. Donc on dit, ben voilà cet espace qui apparaît, voilà ses règles, voilà ses lois, voilà ses axiomes, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Et là, on commence à travailler sur cet espace imaginaire. Donc pour moi, les maths, c'était tout à fait ça. Et puis, après mon agrègue de maths, donc je suis partie faire de l'informatique, et il y avait sa discipline tout à fait nouvelle, il y a 30 ans, qui s'appelait l'informatique graphique. Et là, j'ai compris qu'avec cette discipline, non seulement on pouvait imaginer des mondes imaginaires et donner leurs lois, mais on pouvait en plus les faire apparaître comme ça, par exemple. Donc voilà, ici, mon imaginaire de la savane africaine. Ben, je peux vous le montrer, parce qu'on en a fait une image de synthèse. Donc c'est un monde complètement imaginaire, c'est en fait un modèle mathématique qui représente ce terrain. C'est des modèles de distribution statistique qui représentent l'endroit où ces arbres, où ces arbustes, ces buissons sont plantés. Il y a eu de l'érosion qui a érodé ce terrain, on l'a écliré avec un soleil, et finalement on a pris une photo de ce monde totalement virtuel qui n'existe pas, comme si on avait un appareil photo de ce monde virtuel. Tout ce que je ne peux pas vous montrer, ces modèles mathématiques, je ne peux pas vous montrer ces lois physiques ou statistiques, mais je peux vous montrer cette photo. Donc là, ça rend vraiment cette possibilité de libérer cet imaginaire. Et donc pour créer des images de synthèse, en fait, certains d'entre vous doivent savoir qu'il faut aller dans des écoles spécialisées, y passer 4 ans, comme l'école des Gobelins, apprendre à utiliser des logiciels très compliqués qui s'appellent Blender, Maya, etc. Et au bout de 4 ans, on saura trouver dans les menus et les sous-menus comment créer les éléments de ce monde virtuel. Or, nous, dans notre recherche, on ne s'est pas dit ça. On s'est dit, mais comment on pourrait imaginer, pour rendre vraiment cette création 3D à portée de main, qu'est-ce qu'il faudrait ? Et notre Graal, dans les années 2000, bon, il y avait les premières salles de réalité virtuelle, etc., c'était de se dire ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait une pâte à modeler virtuelle et qu'avec une main virtuelle, on puisse venir sculpter notre objet 3D. Donc venir ici saisir et en temps réel, venir sculpter notre pâte à modeler virtuelle. Donc ça, ce petit film-là, il doit dater de 2006 et on a fini par réussir à le faire. Alors pour le faire, c'était compliqué. Il fallait une simulation d'une sorte de matière virtuelle qui n'existe pas. Mais les simulations par éléments finis, si mes collègues ou vous dans la salle, vous connaissez, c'est trop coûteux pour le faire en temps réel. Donc il fallait tricher, c'est un peu des modèles en trompe-l'œil. Et puis il faut aussi qu'on puisse naviguer cette main virtuelle en temps réel qui va saisir cette pâte à modeler. Et pour ça, on a ce petit dispositif ici qui est comme une souris 3D où on va mettre ses doigts dans des petits orifices. Puis quand on appuie avec ses doigts, ça va plier les doigts de la main virtuelle et quand on arrête d'appuyer, ça va ouvrir les doigts de la main virtuelle. Donc on a réussi à faire ça. Mais on s'est rendu compte qu'on ne pouvait rien sculpter avec, on était tous impossibles, on était incapables de sculpter un petit bonhomme avec cette pâte à modeler virtuelle, avec ce dispositif. C'était une chouette recherche, mais qui servait à rien. Et donc on s'est dit, mais notre pâte à modeler virtuelle, il faudrait qu'elle soit beaucoup plus abstraite. Est-ce qu'on ne peut pas se mettre dans un espace abstrait ou avec un outil qui qui peut pénétrer dans la matière, on va entraîner la matière avec nous et on va faire en fait des déformations de l'espace. Et ces déformations de l'espace, on peut les formuler mathématiquement pour qu'elles se produisent par exemple à volume constant. Et ça va nous permettre, cette pâte à modeler imaginaire, de combiner dessin et sculpture. Donc ce qu'on aimerait, c'est pouvoir dessiner dessus, mais en même temps que le dessin ne soit pas brouillé au moment où on sculpte, et même qu'il puisse y avoir des arêtes vives, et qu'au moment où on sculpte, finalement, notre sculpture ne détruise pas les arêtes vives. Donc on peut faire des choses qu'on ne pourrait pas faire avec une vraie pâte à modeler. On peut aussi décider, quand deux lignes se rapprochent, tiens, mais il faut qu'elles se fusionnent, c'est nous qui donnons nos lois. Et finalement, on arrive à faire des œuvres qui peuvent être dans notre imaginaire, mais qui seraient très difficiles à créer dans le monde réel, et qu'on va pouvoir ensuite, par exemple, soit voir en 3D, soit imprimer sur imprimante 3D. Donc matérialiser notre imaginaire. Un autre exemple, on voudrait créer des chaînes de montagnes. Imaginez, vous êtes le producteur du film Avatar. Vous imaginez une chaîne de montagnes, on va arriver sur une planète, il faut que la chaîne ait telle forme et qu'elle ressemble à une vraie montagne. Comment l'artiste infographiste va pouvoir sculpter sa montagne? Là, on est dans un cas de pâte à modeler qui est encore plus simple, puisque finalement, c'est des plaques tectoniques volumiques qu'on va pousser en collision l'une contre l'autre. Et on s'est dit, mais là, c'est encore plus simple, on va poser nos doigts sur une tablette
tactile, et on va vraiment pousser ces plaques tectoniques l'une contre l'autre. Donc je mets en route le film. Ce que vous allez voir, les petits points rouges ici, c'est les places des doigts, et on est en train de pousser cette pâte à modeler qui en même temps est en train de gonfler, puisque ça fait monter la montagne, les plaques tectoniques qu'on pousse, mais en même temps elle est en train de s'éroder. Donc au fur et à mesure qu'on est en train de créer cette montagne, elle va grandir et elle va s'éroder. Et donc ici, c'est vraiment finalement l'imagination qui s'ancre dans le réel, qui part du monde réel, de notre expérience physique. Et ensuite, on a la vision de ce qu'on pourrait en faire. Donc ici, on avait travaillé avec un morphogéologue qui s'appelle Jean Braun. Et pour la première fois, les morphogéologues ont pu voir, ont pu visualiser ce qu'ils avaient dans leur tête, mais qu'ils n'arrivaient pas à voir en image, c'est-à-dire la formation d'une montagne 3D qui est en train d'émerger, puisque les temps sont tellement grands. Et on va pouvoir aller se promener dans ce monde virtuel et de voir les falaises qui ont été sculptées par l'érosion et de voir finalement toutes les couches de ce modèle volumique de terrain qui ont été sculptées par l'érosion. Donc vous voyez le passage de l'imagination à la création ici. Je vais vous donner un autre exemple encore plus abstrait, mais je voudrais une pâte à modeler, mais qui soit en forme de château. Alors à chaque instant, quand je la tire, je la coupe, je la triture dans tous les sens, je veux que ça reste un château fort. Est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et ben, donc on a réfléchi à ça. Donc là, vous voyez, on prend un concept, on le transpose à complètement autre chose. Et ici, on s'est dit, au fur et à mesure qu'on tire sur le château, par exemple, il ne faut pas que les créneaux s'allongent. Il va falloir que des nouveaux bouts de mur se créent. Quand on va fusionner 3 bouts de mur, il va falloir qu'une tour carrée devienne une tour ronde. Quand on va couper, il va falloir qu'une porte se crée. Et donc toutes les règles qui font que ça reste un château fort valide sont appliquées à la volée, alors qu'on a gardé une interaction de type pâte à modeler. Donc là, c'est encore un exemple de ces pâtes à modeler abstraites où on garde nos concepts et en quelques instants, du château fort initial, vous sculptez une petite ville médiévale. Alors, donc, le rêve ancien, le rêve de tous les gens qui font comme moi de l'informatique graphique, ce serait de créer un monde virtuel complet. Donc, qu'est-ce qu'il aurait, ce monde virtuel complet ? Alors, c'est très, très prétentieux par rapport à mes collègues, les scientifiques d'autres disciplines, parce que, bien sûr, ça inclut tout ce que vous pouvez, vous, imaginer et modéliser. Parce qu'il va falloir que j'ai les plantes, les animaux, le terrain qui s'érode, les fluides qui interagissent avec tout ça. Et, bien sûr, on voudrait le voir en temps réel et pouvoir s'y balader, le voir devant nos yeux. Donc, on est vraiment dans le monde de l'imaginaire, un peu comme dans des décors de théâtre. Comment on va créer ce monde minimal pour pouvoir le créer, le voir et le parcourir en temps réel et qu'on ait l'illusion. Et ce qui me fascinait dans le monde, c'est que chaque détail est différent. Comment faire avec un ordinateur un monde dont chaque détail est différent ? Et donc on a commencé modestement à se dire comment créer un arbre, et si on se donne la possibilité de sculpter ou de dessiner chaque branche d'arbre, alors pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, il nous faudra toutes les connaissances de biologie pour que l'arbre soit correct. Mais en plus, il y a des centaines de milliers de branches, de petites branches, de sous-branches et puis de feuilles. Et on va mettre un temps infini à créer notre arbre. Et donc là, on peut s'inspirer, on peut imaginer plutôt comment un dessinateur dessinerait son arbre, sachant qu'un arbre, c'est un objet fractal qui est similaire déjà, chaque système de branchement dans un arbre est similaire à son voisin, et en plus, il est similaire à plusieurs résolutions. Et on voit ici un exemple d'un dessinateur qui a dessiné un arbre en faisant un contour grossier, puis en venant raffiner et rajouter des détails. Eh bien, ce qu'on s'est dit, c'est ce qu'il nous faudrait, c'est une feuille de papier où on puisse dessiner, mais où on puisse qu'il soit un dessin multi-résolution. Donc regardez ce qui va se passer ici, je lance la petite vidéo. L'utilisateur, il dessine le contour comme un enfant qui dessine un arbre, mais ça va automatiquement lui dessiner des lignes de construction. Et quand on va zoomer sur une des lignes de construction, on a à nouveau notre crayon, et on peut dessiner un peu plus précisément le système de branchement dans cet arbre. Et c'est en utilisant des règles de la biologie, c'est avec les biologistes du CIRAD qu'on a mis au point ce système, on va pouvoir trouver les meilleurs branchements selon le type d'arbre qui vont raccorder ces petites branches au tronc jusqu'à ce qu'on ait dessiné les feuilles. Et là, on utilise la répartition statistique des branches et des sous-branches pour pouvoir les dupliquer en 3D. Et le temps que l'utilisateur ait fait un zoom out et ait vu son arbre, il va avoir en quelques instants un arbre 3D qui va correspondre à son dessin et correspondre en même temps aux règles de la biologie. Donc voilà, là c'est vraiment quelque chose qui va permettre à quelqu'un d'exprimer son imaginaire. Alors ça, c'est un seul arbre, mais vous voyez l'idée, ici, finalement, en créant les petites bosses sur le pourtour de l'arbre, on a dit à quel endroit on voulait une branche, et c'est les statistiques, finalement, qu'on a dupliquées sur les autres branches. Eh bien, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas se servir de ça pour créer un monde virtuel entier ? Ici, l'utilisateur a créé juste un minuscule exemple de ce monde virtuel qu'on a vu au début. Il a juste mis en place quelques sapins, quelques touffes d'herbe entre les sapins, et puis il a mis des cailloux sur les éboulis. Et maintenant, il dispose d'un pinceau,
et il peut aussi déplacer ses petites forêts. Et chaque fois qu'il peint ou qu'il déplace sa petite forêt, eh ben, les cailloux iront sur les éboulis et les arbres iront là où c'est plat. Finalement, chaque petit exemple qu'a donné l'utilisateur, c'est comme une couleur dans un système de peinture. Donc là, avec son pinceau, l'utilisateur peut peindre des petites îles avec un seul sapin, mais il peut aussi prendre un pinceau de type gradient qui, au centre, va peindre une forêt dense, et sur les côtés, va peindre des petites îles avec très peu d'éléments. Et donc, ça va lui permettre, par exemple, ici, si on a créé des petits bosquets, de tirer sur ces bosquets. Vous voyez, là, c'est encore une analogie. On imagine qu'on aimerait déformer cette matière, comme sculpté tout à l'heure, mais quand on déforme, ça va rajouter des éléments. Et ici, on a créé des petites maisons près des routes, et on va voir ce qui va se passer ici quand on va parcourir ce monde virtuel. Ça y est, j'ai mon monde virtuel, finalement, qui répond à ces statistiques, dont tous les éléments sont différents. Mais il y a bien les éboulis sur les montagnes, et quand on va se promener dans ces mondes virtuels qu'on a créés, eh ben on va pouvoir aller les découvrir. Et donc ça, c'était nos premiers pas, donc ça date de 2015, c'est nos premiers pas sur cette création à partir d'exemples. Ce que vous voyez à droite, c'est des exemples de nos recherches plus récentes, on a été beaucoup plus loin depuis. Donc on s'est dit, mais puisque finalement un monde virtuel, là vous voyez un exemple avec ce terrain qui est colorié de différentes couleurs, on a simplement groupé, on appelle ça le clustering, on a groupé en fait les parties qui avaient la même altitude, les parties qui avaient le même sol, les parties qui avaient même la même orientation par rapport au soleil. Et pour chacun d'eux, on a fait une micro-simulation en fait de la croissance des arbres. Donc là, ce que vous voyez à droite, c'est les mini-simulations 100 mètres par 100 mètres de la croissance de l'écosystème. Et on prend ça comme exemple et on peut peupler ensuite des mondes virtuels réalistes. Et on est en train d'étendre ça au peuplement de mondes virtuels par des troupeaux. Je ne peux pas vous montrer toute ma recherche. Voilà, mais c'était pour vous illustrer cette invention. Et puis je vais prendre un avant-dernier exemple, je crois, si j'ai le temps. Alors voilà, là vous voyez l'exemple des rivières et des cascades. Ici, ce qui est très intéressant, c'est qu'une fois que vous avez sculpté votre terrain, eh bien, il n'y a qu'une seule manière pour l'eau de couler. L'eau, elle coule forcément à un endroit. Donc si on est, comme je vous donnais l'exemple du film Avatar, où il y a des très belles cascades, si on est le producteur de ce film, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir concevoir son système de cascades et de chutes d'eau. Mais finalement, ce qu'on aimerait, c'est que nos rivières, ce soit elles qui puissent sculpter le terrain. Puisque le terrain, finalement, ça nous est égal. Ce qu'on aimerait, c'est que là où on a décidé qu'il y a une rivière qui coule en contact avec le terrain, il y en ait une. Et puis à l'endroit où on a décidé qu'il y a une chute libre, il y a bien une chute libre. Et donc, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait donner un crayon au concepteur. Et puis le terrain, il devait s'adapter à ce qu'on dessine. Donc on peut soit projeter bêtement la rivière sur le terrain, soit dire, voilà, vous projetez en déformant le moins possible le terrain. Et ce qui est très intéressant ici, c'est la collaboration entre l'homme qui crée et la machine, puisque vous voyez ici, on rajoute des petits affluents, des petits ruisseaux, et la chute d'eau qu'on voit en bas, à chaque instant, elle va changer, parce qu'en fait, le système, il maintient le fait qu'il y ait le même débit. Et donc là, vous voyez, on a recréé la chute du trou de fer à La Réunion. Donc c'est quelque chose où si on n'avait pas inventé, imaginé cette histoire que les rivières allaient, elles, sculpter les montagnes et sculpter le terrain, on aurait été incapable de recréer ça, parce qu'il aurait fallu qu'on ait le terrain exact pour le faire. Voilà, donc bien sûr, on peut créer un terrain réaliste, comme les cascades du trou de fer, et puis on peut en créer un terrain complètement imaginaire, comme ici, il y a écrit EG pour Eurographics, donc la conférence européenne d'informatique graphique. Voilà, et puis je voudrais aussi vous donner un exemple d'échec. Bien sûr, quand on imagine des choses, ça peut marcher, ça peut complètement ne pas marcher. Et donc, ce qu'on avait imaginé, c'est que, puisque maintenant on a cette nouvelle type de pâte à modeler, c'est en fait notre ordinateur finalement. Et ça permet de représenter non seulement des formes statiques, mais aussi des mouvements. Comment on pourrait faire pour sculpter un mouvement? Notre premier essai, ça a été de se dire, on veut sculpter un mouvement de danse. On va prendre notre petit personnage en train de danser, et avec notre main, on va venir, pendant le mouvement, bouger, toucher, changer le mouvement de ce personnage pour petit à petit mettre au point sa danse. Donc ça a été un échec terrible. On était incapable, en temps réel, d'aller, venir, et il aurait fallu qu'on soit un sacré marionnettiste pour le faire, venir toucher notre personnage pour qu'il danse. Et donc finalement, sculpter un mouvement, après quelques années d'échecs, on est parti sur une métaphore différente, en se disant que finalement, il fallait qu'on reprend vraiment l'essence de la sculpture. On imagine que ce qu'il faudrait, c'est qu'en un geste, on crée le mouvement, et quand on l'a devant nous, alors on va faire d'autres gestes qui vont petit à petit le sculpter dans le sens, comme avec de la pâte à modeler. Chaque fois que je fais un geste, ça modifie un tout petit peu mon mouvement. C'est pas comme avec un crayon, j'ai pas besoin de tout effacer pour recommencer, mais petit à petit, je l'améliore geste par geste, jusqu'à ce que ma sculpture, entre guillemets, soit ce qui me plaît. Et voilà ce qu'on a fait finalement à la fin avec les mouvements. Donc notre geste, ça ressemble à un geste de terrain, mais il y a aussi le temps de parcours.
Le temps du tracé, c'est le temps du parcours de cette petite lampe, de ce petit lampadaire en train de sauter. Et ce petit lampadaire, je ne sais pas si vous avez vu, on a redessiné quelque chose pour lui faire plier les genoux. Ici, on est en train de lui dessiner une autre trajectoire. Et donc, en fait, chaque fois qu'on va lui dessiner, ça va créer une petite trajectoire espace-temps. Et cette trajectoire espace-temps va pouvoir venir arrêter la ligne de temps et modifier cette trajectoire espace-temps. Donc, par exemple, ici, on se place là, à cet instant du temps, on redessine la queue de notre dragon. Et puis voilà, le dragon, il va se modifier. On peut aussi se tourner et dessiner. Donc là, on est en train de sculpter finalement le mouvement de notre dragon en combinant différents mouvements. Et finalement, en quelques instants, l'utilisateur va pouvoir, donc ça c'est un système qui est en démonstration, j'étais pendant 24 ans à Grenoble, mais c'est en démonstration à l'INRIA de Grenoble, dans tout le public peut vraiment essayer de ce système. En quelques instants, les gens peuvent imaginer des mouvements imaginaires et les faire en fait effectuer par ce petit dragon qui est donné en exemple et qui ici semble tout content. Il ne nous reste qu'une chose à faire, c'est le faire tourner. Comme dans une feuille de papier, on ne peut pas dessiner le fait qu'il brille sur lui-même. Eh bien, on met des boîtes de conserve le long de son chemin. Et quand on tourne les boîtes de conserve, ça va faire tourner le petit dragon. Et à la fin, il va virevolter autour de sa trajectoire. Voilà. Et finalement, donc, cette capacité à créer l'imaginaire, j'ai rencontré au Collège de France un autre scientifique qui s'appelle Didier Roux, qui est un physico-chimiste. Et Didier Roux, il imaginait dans sa tête eh bien, les changements de phase dans les liquides. Et il nous avait fait ces petits dessins qui sont en haut, et il nous disait, voilà, il y a un moment où les petites particules de liquide, d'un des liquides dans l'autre, voilà, sont isolées, puis après ça passe en phase éponge, et après ça passe en phase lamellaire, et en fait, j'arrive pas bien à visualiser l'intermédiaire, est-ce que vous pourriez m'aider à le visualiser? Et donc, en fait, mes étudiants lui ont fait ce petit film. Alors mon rêve, ce serait en fait de donner ces outils directement aux scientifiques d'autres disciplines, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez vu dans tous les exemples que j'ai donnés, comme avec l'arbre, qu'à partir du dessin 2D, on peut créer en 3D. Notre recherche actuelle, ce qu'on cherche de faire, donc qui est symbolisé par le petit bonhomme à gauche, qu'on puisse dessiner, qu'on puisse sculpter, qu'on puisse ensuite voir le résultat animé. J'aimerais directement le mettre dans les mains des scientifiques des autres sciences pour qu'à partir de quelques croquis, ils puissent voir, comme quand on sculpte les mouvements, ils peuvent voir finalement leur objet virtuel imaginaire et puis ils puissent dire ben non, c'est pas ça, je le change, je le modifie, et qu'ils puissent sculpter comme ça leur imaginaire jusqu'à réussir à communiquer aux autres leurs pensées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Marie-Paule. Jean-Claude Amezen, vous m'avez appris que 80% de l'énergie consommée par notre cerveau, je crois, l'est dans des moments où notre esprit n'est pas focalisé. C'est ce que vous appelez le vagabondage de l'esprit. Et ce vagabondage serait même, selon vous, au cœur de la découverte scientifique. Est-ce que vous pourriez nous éclairer, nous donner quelques exemples de ça, et puis peut-être aussi nous expliquer ce qui se passe, enfin, ce que la science aurait à dire sur l'imagination? Bien, merci de votre invitation. Et c'est ce qu'on appelle la matière sombre ou la matière noire du cerveau, l'énergie noire du cerveau, c'est-à-dire le fait que 80% de l'énergie que notre cerveau dépense n'est pas dépensée à se focaliser, ça c'est l'écume des vagues, à se focaliser quand nous regardons, quand nous réfléchissons, quand nous pensons. Mais c'est tout ce qui se produit lorsque nous ne pensons pas à grand-chose, lorsque nous rêvassons, ou lorsque nous dormons, ou lorsque nous rêvons. Donc c'est un réservoir extraordinaire de surgissement, de la nouveauté, de l'inattendu. J'y reviendrai. Je voudrais commencer par ce qu'évoquait David Elbaz, la découverte d'Adam Ries, qui aboutit en 2011 un prix Nobel à Adam Ries et à deux de ses collègues, parce qu'ils ont découvert, à partir de la supernova que vous évoquiez, que l'expansion de l'univers ne cesse de s'accélérer depuis 7 milliards d'années. Et le comité Nobel dira, c'est comme si on lançait une balle dans l'air et qu'au lieu de retomber, elle continue à partir. Et donc il y a une énergie énorme, ce que vous évoquiez, qui distend le tissu de l'univers et qui s'oppose à la gravitation, d'où la notion d'énergie noire, d'où la notion que nous ne connaîtrions que 5% de ce qui compose notre univers, et que 75% c'est de l'énergie noire inconnue, et 20% c'est de la matière noire inconnue. Et ce que j'aime beaucoup, c'est la conclusion du comité Nobel, lorsqu'elle décrit ce prix. Et l'Académie Nobel dit « Les lauréats nous ont démontré
que notre univers est inconnu à 95% de la science. Et la conclusion, c'est « et maintenant, à nouveau, tout redevient possible ». Le fait d'avoir dévoilé un contenu d'ignorance que d'un seul coup l'imagination peut commencer à habiter, c'est le début de quelque chose. On a fini de croire qu'on savait, on s'aperçoit qu'il y a un énorme continent inconnu. Il y a deux types d'ignorance. Il y a ce qu'on sait qu'on ne sait pas, et là peut se déployer la mesure de notre ignorance que vous évoquiez, et l'imagination peut tenter de l'évaluer. Et puis il y a ce qui est plus profond, ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas. Et là, c'est véritablement l'imagination qui peut essayer de pénétrer dans ce continent inconnu, ce que le physicien Carlo Rovelli, dans une belle phrase, appelle l'océan de l'inconnu, dans lequel dorment les mystères du monde, la beauté du monde, dit-il, une stupéfiante beauté, c'est-à-dire ce que nous ne connaissons pas encore. Et Einstein disait que l'imagination est plus importante que la connaissance, parce que la connaissance est limitée, alors que l'imagination peut embrasser l'univers entier. Et c'est cette imagination qui se déploie, qui va petit à petit transformer nos connaissances et leur donner une nouvelle configuration provisoire que la recherche de demain changera à nouveau. Et donc c'est la science, ça consiste à imaginer ce qui, au moment où c'est imaginé, est étrange. C'est-à-dire quand Copernic imagine que les mouvements des astres dans le ciel sont dus au mouvement de la Terre qui tourne sur elle-même et qui se promène autour du Soleil, et que notre astre est un astre errant, une planète, eh bien c'est quelque chose de très étonnant. Paul Valéry dira qu'il fallait être Newton pour s'apercevoir que la Lune ne cesse de tomber sur la Terre, alors que tout le monde voit bien qu'elle ne tombe pas. Et donc il y a quelque chose de stupéfiant. C'est vrai que nous l'apprenons, nous l'intégrons, mais nous ne l'intégrons pas totalement émotionnellement et affectivement. Nous parlons d'ailleurs toujours des levées de soleil et des couchers de soleil, alors que nous savons que c'est la rotation de la Terre autour de son axe qui nous donne cette impression. Mais il y a encore plus étrange, c'est-à-dire nous sommes là, sur la terre ferme, assis, bien assis, et nous ne réalisons pas, même si nous le savons, que la Terre tourne à 1500 km/h autour de son axe, à 100 000 km/h autour du Soleil, et que le Soleil tourne à 800 000 km/h autour d'un trou noir qui est au centre de notre galaxie, qui s'éloigne de plus en plus vite des autres galaxies qui l'entourent. Donc c'est une assez étrange sensation d'immobilité, et même si nous le savons, nous ne le sentons pas, ou en tout cas nous l'oublions souvent avant que ça ne nous vienne à l'esprit. Pour Darwin, les petits tremblements, des petites modifications entre les parents et les enfants que chacun pensait être une confirmation de la fixité des espèces, ça change à peine, donc ça ne change pas. Pour lui, il imagine que c'est le moteur de l'évolution du vivant et de l'émergence de ce qu'il va appeler l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses. Et ce qui sépare une fleur d'un éléphant ou un papillon d'un être humain, cette différence qui paraît radicale, pour lui, ça va être des degrés d'éloignement sur le thème de la parenté à partir d'une origine commune. Et souvent, je pense, en tout cas dans les domaines que je connais, ces surgissements, ces élaborations imaginaires viennent de liens entre des domaines disparates. Vous parliez de détails, mais c'est des liens qui se tissent. C'est ce qu'on appelle ou qu'on recherche, ce qui est toujours très difficile à obtenir de manière volontaire, la transdisciplinarité. Croiser des regards, des savoirs, non seulement entre différents domaines scientifiques, mais aussi avec la culture. Je vais prendre un exemple. L'émergence de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Darwin fait un tour du monde. Il découvre l'exubérance de la nature. Il revient, il redécouvre ce qui existait dans son pays, la fascination pour la sélection artificielle. On élève des pigeons, des chevaux de course en les croisant. Et puis il lit Adam Smith, La richesse des nations, et il est fasciné par la notion de main invisible. Il lit Malthus, Le principe des populations, et il est fasciné par l'idée de la pauvreté des ressources. Et à partir de ces lectures et des connaissances de l'époque et de la science de son époque et de son voyage, il va élaborer, en moins de 2 ans, à son retour, la théorie de l'évolution du vivant. Et il y a des facteurs favorisants, c'est extraordinaire, on croise, mais il y a des lieux et des endroits et des moments où ces croisements sont plus faisables que d'autres. C'est 2 Anglais qui ont voyagé à travers le monde, qui ont élaboré à 20 ans d'intervalle la même théorie darwinienne d'évolution du vivant.
Darwin, qui ne l'avait pas publié pendant 20 ans, et 20 ans plus tard, Wallace, qui est en Indonésie, et qui a aussi exploré le monde, et qui a aussi lu Malthus, et qui va élaborer la même, qui va l'envoyer à Darwin, et Darwin sera absolument effondré. Donc il y a des facteurs qui favorisent, et en particulier des facteurs culturels, qui favorisent ces croisements. Comment est-ce que ça émerge chez Darwin? C'est des conversations, des lectures, des réflexions, dans le calme. Chez Wallace, c'est un délire de quelques jours, un accès de paludisme, la fièvre et des sueurs, et en 3 jours, il élabore la même théorie. Auguste Kékulé, le chimiste, disait qu'il avait conçu la structure en losange du benzène dans un rêve. Einstein parle d'images visuelles et une expression très étrange, d'images musculaires, qui sont ensuite très difficiles à traduire en mots et en symboles mathématiques. Et donc il y a différentes façons de faire émerger cette imagination. Kékulé disait 20 ans après sa découverte, « Apprenez à rêver, messieurs, mais n'exposez vos rêves qu'après les avoir évalués par la froide raison de nos états de veille. » Il y a ces deux mélanges, l'imagination, le surgissement des intuitions invraisemblables, et puis ensuite la froide évaluation, en général collective, de ce qui a été mis en évidence. Il y a 2 points, ce que vous évoquiez, qui me paraissent intéressants dans l'imagination dans les sciences. Il y a le rôle de l'imagination dans les sciences, mais il y a ce que les sciences, et en particulier les neurosciences, nous disent de l'imagination. Et ce qu'elles nous disent en particulier, c'est que nous avons l'impression qu'il y a 2 états. Il y a la perception de la réalité, que nous avons tous les jours, je vous vois, je vous entends, et puis il y a l'imagination, le rêve, l'intuition. Mais en fait, ce que nous disent les neurosciences, c'est que notre perception de la réalité, de manière tout à fait inconsciente, est déjà un acte d'imagination. Nous inventons, nous recréons le monde que nous percevons. Nos yeux perçoivent des longueurs d'onde différentes de la lumière, et dans l'obscurité de notre cerveau surgissent des couleurs. Les couleurs n'existent pas en tant que telles. Les couleurs, c'est ce que notre cerveau fait surgir comme qualité à partir de longueurs d'onde de lumière qui n'en ont pas. Et puis notre perception, un peu comme la transdisciplinarité dont je vous parlais, elle est multisensorielle. C'est à partir de ce que nous voyons, que nous entendons, que nous touchons, que nous sentons, que nous donnons une cohérence au monde et que nous l'inscrivons en nous. Et c'est une petite fraction des perceptions qui existent dans le monde vivant. Le monde vivant est une espèce de kaléidoscope dans lequel il y a des animaux qui perçoivent les rayons ultraviolets, les abeilles et les oiseaux, d'autres qui perçoivent les infrarouges, les chauves-souris vampires, d'autres qui entendent les ultrasons comme les chiens, d'autres qui entendent les infrasons comme les baleines, et d'autres comme les chauves-souris qui font émerger les contours du monde par l'écho qu'elles leur renvoient des ultrasons qu'elles émettent. Et donc ce sont des mondes qu'il nous faut imaginer, alors que ce sont des perceptions réelles chez nos voisins qui cohabitent avec nous dans la nature. Et sont des mondes étranges. Le philosophe Thomas Nagel, il y a 45 ans, écrivait un article, très bel article, « What is it like to be a bat ?» À quoi ça ressemble d'être une chauve-souris? Est-ce que nous pouvons vraiment nous mettre à la place d'une chauve-souris ou simplement essayer d'imaginer indirectement ce qu'elle vit et ce qu'elle ressent? Et les instruments que la science permet d'élaborer nous permettent indirectement d'essayer d'imaginer, d'essayer de capter les rayonnements électromagnétiques, les ondes radio, les rayons gamma qui nous parviennent de l'univers, voire même de percevoir des sensations étranges qu'aucun être vivant a priori ne perçoit et qui sont les déformations du tissu de l'espace-temps, ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, qui traversent la Terre et qui nous traversent en nous donnant des nouvelles de fusion de trous noirs qui sont produits il y a des millions d'années. Et je trouve que c'est intéressant parce que, comme vous le savez, les instruments LIGO qui ont permis de détecter ces ondes gravitationnelles ont été construits pendant des dizaines d'années avec des sommes astronomiques d'argent à partir de la foi dans un postulat d'Einstein 100 ans plus tôt. Einstein avait imaginé l'existence d'ondes gravitationnelles et on a construit des instruments extraordinairement complexes et coûteux pendant très longtemps pour essayer de voir si on pouvait percevoir ce qui avait été imaginé. Et il y a souvent un décalage de ce type entre ce qui est imaginé et puis la façon de pouvoir le mettre en évidence. Ce que nous disent les neurosciences, il y a un autre point qui me paraît important, cette fois d'un point de vue plus humain, et qui est que imaginer, je vous le disais, ça m'a toujours frappé, ça vient de image, l'imagination, imago, ce qu'on voit. Nous sommes des primates visuels et nous attachons une importance prépondérante à la vision.
Mais lorsqu'on s'intéresse à ce que des personnes ayant certains handicaps, des particularités, des singularités, perçoivent du monde et imaginent du monde, comme des personnes aveugles, comme John Hall ou Jacques Lucéran, ou comme des personnes qui ont d'autres singularités sensorielles ou psychiques ou intellectuelles, eh bien, il y a une façon de percevoir et donc d'imaginer le monde qui est très différente de celle que nous pouvons utiliser. Les livres d'Oliver Sacks sont un exemple de cette richesse souvent méconnue. Et donc, c'est une façon aussi d'être aidé dans notre capacité à imaginer le monde par d'autres qui le perçoivent et qui l'imaginent autrement. Ce que nous disent les neurosciences, c'est qu'il y a un lien très étroit entre imagination et mémoire. Les lésions de l'hippocampe, qui sont les deux petits organes dans notre cerveau qui nous permettent d'inscrire les souvenirs dans la mémoire durable, eh bien, les lésions d'hippocampe entraînent un déficit de l'inscription des souvenirs dans la mémoire, mais entraînent aussi un déficit de l'imagination. Et donc, il semble que voyager mentalement dans le passé, ou voyager mentalement dans l'avenir, ou voyager mentalement dans des endroits et des temps qui n'existent pas, fasse appel aux mêmes mécanismes cérébraux, et que plus notre mémoire est riche, à condition que nous réussissions à faire en sorte qu'elle ne nous emprisonne pas, et que nous puissions nous en libérer, et plus notre mémoire est riche, et plus nous avons de capacité d'imaginer des mondes possibles. Là encore, le processus est pour une grande partie inconscient. C'est pendant le sommeil profond et les hallucinations des rêves, que s'inscrivent en nous nos souvenirs, que se forge l'oubli, et que se tissent des liens entre nos souvenirs récents et nos souvenirs anciens, qui font que d'un seul coup, l'inattendu, le nouveau, émerge, et que nous pouvons pratiquer des généralisations, des abstractions. En gros, nous nous souvenons de ce que nous n'avons pas vécu, autant que nous nous souvenons de ce que nous avons vécu, parce que nous avons fait des liens entre des souvenirs récents et des souvenirs anciens qui correspondent à quelque chose que nous n'avons jamais réellement vécu. Nos souvenirs, en plus, comme vous le savez, évoluent. Il suffit d'évoquer un souvenir pour que la probabilité qu'il se modifie en fonction de l'environnement actuel soit grande. Et donc, au fur et à mesure que nous évoquons nos souvenirs, ils s'adaptent à notre environnement. Et donc, même notre mémoire, même notre souvenir, qui est le socle sur lequel se déploie notre imagination, est pour partie une fiction, quelque chose d'imaginaire. Il y a un point que je trouve émouvant, c'est l'empathie. Cette capacité extraordinaire que nous avons de vivre ce que ressentent, ce qu'imaginent, les intentions des autres, leurs pensées, leurs mouvements, simplement à partir des mouvements de leur corps que nous percevons. Les mouvements du visage, si vous souriez, j'esquisse un sourire, je ressens l'émotion et je sais que vous êtes heureux. Si j'entends votre voix, les mouvements du larynx, eh bien, je perçois quelque chose en dehors du sens des mots que vous dites. Et donc, c'est quelque chose qui est inconscient, c'est quelque chose qui est automatique, et c'est quelque chose qui est une illusion. Et de manière tragique, j'ai des personnes qui étaient atteintes d'un locked-in syndrome, une paralysie totale du corps, avec heureusement l'exception des mouvements des paupières ou des yeux. Pendant longtemps, les gens ont pensé qu'il n'y avait aucune activité mentale et aucune activité cérébrale parce qu'il n'y avait aucun mouvement. Et que notre seule façon de percevoir, d'imaginer ce que ressentent les autres, eh bien, c'est à partir des mouvements de leur corps. Et donc là encore, ce qui nous rend humains, cette capacité à partager nos émotions, à les ressentir, eh bien, est une œuvre d'imagination qui se construit en nous. Il faut de l'imagination pour faire de la science. Je pense qu'il faut de l'imagination pour transmettre la science et pour réfléchir aux utilisations que l'on peut faire de la connaissance. Parce que la science et la connaissance scientifique et les applications de la science peuvent rapidement, sinon, devenir inhumains. C'est ce que le philosophe Martin Buber disait dans un très beau livre qui s'appelle « Je et tu », il y a un siècle. Et il disait que lorsque la science parle de nous, elle parle de nous comme d'objets vus de l'extérieur, ce qui est normal, c'est la façon dont la science fonctionne. Et donc elle dit « il » ou « elle » ou « ceci » ou « cela ». Et nous vivons comme des jeux qui disent « tu », qui attendent qu'on leur dise « tu » pour construire un « nous ». Et un des enjeux éthiques majeurs, disait Buber, est d'essayer de mettre ce que nous apprenons en tant que « il » ou « elle » ou « ceci » ou « cela » de la science au service du je, du tu et du nous. Donc je crois qu'il faut croiser, que ce soit encore une fois pour faire la science ou pour réfléchir à la science ou pour la transmettre, croiser des focales, croiser des regards, faire appel autant à l'émotion qu'à la raison, comprendre et ressentir, s'inspirer à la fois de la culture, des arts et de la science, et puis se mettre dans une disposition qui permet de se laisser traverser par l'inattendu et puis de laisser la place à l'imaginaire des autres,
pour construire ensemble quelque chose de plus humain. Merci Jean-Claude. Mon tropisme professionnel me suggère une question. Est-ce que ce je, ce tu, ce nous, jusqu'où va-t-il? Dit autrement, est-ce que l'imaginaire, le recours à l'imagination pourrait être ce fameux propre de l'homme que l'on recherche depuis si longtemps et qui ne cesse de décroître? Plus la science avance et plus on s'aperçoit que ce qu'on pensait être spécifique à l'humain est en réalité partagé par un certain nombre d'animaux, voire parfois par des végétaux. Je crois beaucoup à ce que disait Darwin quand il examinait une à une toutes les capacités que nous croyons être le propre de l'homme. Dans son ouvrage « La généalogie de l'homme », il les prenait une à une et avec un certain humour anglais, il disait « Ah, cette caractéristique-là, il est évident qu'elle est spécifiquement humaine. Le sens de la beauté, la coopération, la capacité d'abstraction, ça c'est humain. » Et puis il donnait un certain nombre d'exemples. Il disait « Tiens, mais on en observe des échos, des prémices, des ressemblances chez d'autres animaux. » Et il concluait chacun de ces chapitres par « C'est donc une différence de degré et pas de nature. » Et je pense qu'il y a quelque chose de profond, c'est-à-dire nous cherchons quelque chose qui qualitativement nous différencie radicalement de l'ensemble du monde vivant qui nous a donné naissance et qui nous entoure. Je pense que c'est souvent des questions de degré. Les questions de degré, c'est important. Philip Anderson, le physicien Philip Anderson, a écrit un très bel article dans les années 70 dans Science qui s'appelait « More is different ». Plus est différent. Il y a des moments où des différences de degré quantitatif peuvent entraîner des passages, des franchissements de seuil. Et donc c'est toujours difficile de savoir si les différences sont des différences de degré quantitatif ou si ces différences de degré font franchir un seuil qui éloigne. C'est tout le problème de la théorie de l'évolution. La théorie de l'évolution, telle qu'elle est pensée, qu'elle a été pensée par Darwin, c'est qu'il y a des discontinuités majeures entre une bactérie, une fleur, un être humain et un oiseau, et que pourtant ces discontinuités n'ont pu se construire que sous la forme d'une continuité qui est la généalogie commune. Et donc il faut penser à la fois les discontinuités et la continuité, les discontinuités dans le cadre de la continuité. D'où a émergé ce qui nous donne l'impression d'être radicalement différents. Il y a un biais encore qui est important, c'est qu'on ne demande pas aux rouges-gorges ou aux éléphants les qualités par lesquelles ils pensent être radicalement différents de nous. On interroge toujours les êtres humains en disant qu'est-ce qui nous différencie des autres. Et moi je pense qu'il y a des choses qui nous différencient des autres, mais il y a des choses qui différencient les autres de nous à partir de qualités que nous n'avons pas ou que nous avons à des degrés que les autres n'ont pas. Donc je pense que cette vision, essayez d'imaginer, au fond, puisque c'est votre question, un monde habité par des activités mentales dont beaucoup nous sont difficiles à percevoir, difficiles à comprendre, leur donner une place aussi à des interlocuteurs imaginaires. Adam Smith, dans la théorie des sentiments moraux, pensait qu'il était important, lorsqu'on avait cette fois des problèmes éthiques, des problèmes moraux, d'imaginer un observateur extérieur et de se demander ce que serait son point de vue. Donc je crois que habiter le monde en faisant appel à l'imagination, y compris en faisant appel à des habitants qui n'existent pas ou qui sont absents, en gros, convoquer les absents, c'est quelque chose d'important. Vous évoquiez ce personnage qui vous a donné la solution à votre problème. C'était d'une certaine façon donner corps à une absente, à quelqu'un qui n'était pas là. Et donc je crois qu'on s'enrichit à habiter le monde, à condition qu'on soit capable évidemment de faire la différence entre ce qui a été produit par notre imagination et ce dont nous sommes capables, du mieux à une certaine époque, de vérifier la présence et l'existence. Merci. Il reste 20 minutes pour ce débat. Je pense que c'est le moment de vous laisser la parole. J'entends par parole des questions, même si je suis sûr que vous avez tous plein de choses formidables à imaginer. Mais pour aujourd'hui, ça sera plutôt des questions. Donc si vous en avez pour mes trois invités, à vous de jouer. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est prévu pour le micro ? Bonjour. Je
Je voulais renverser la question et vous demander si la fausse science n'est-elle pas aussi une question d'imagination? Les fameux faits alternatifs. Est-ce que la fausse science n'est pas aussi une question d'imagination? Peut-être que personne peut répondre. On n'a pas très bien entendu. Alors, vous parlez des fake news, de la fausse... Oui, c'est cette idée-là, oui. C'est les fameux faits alternatifs. Oui, oui. Disons que c'est vrai que pour nous, c'est une nouvelle menace. Et aussi un des défis pour nous quand on fait de la vulgarisation, en fait, qu'on rend la science vulgaire, c'est que on peut avoir l'impression qu'on reçoit régulièrement des théories de gens qui ont l'explication à toutes nos questions. Parce qu'ils ne sont pas confrontés à la réalité observée, etc. Donc là, on parle de l'imagination, c'est-à-dire de l'idée. Mais après, le travail du scientifique, c'est de mettre des années à la mettre en chair. Et la fake news, ou la fausse science, c'est comme du Canada Dry. Ça a le goût de l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool. Et c'est très difficile. Quand on parle comme ça, je peux maintenant vous donner... J'ai déjà fait ça dans une conférence, de raconter toute l'histoire de l'univers, et les gens étaient contents. Et puis après, je leur ai dit, maintenant, il faut que je vous dise une chose. Ce que je vous dis là, en fait, c'est pas complètement sûr. Parce que... Et puis j'ai repris comme ça chaque élément en leur donnant la vérité de ce que nous, on se demande. Et les gens étaient tellement déçus. Et je me suis dit, je ne ferai plus jamais ça. Je crois que c'est important. Vous parlez de faits alternatifs. Ce qui est important, c'est l'alternative. L'imagination fait surgir en permanence, que vous nous avez montré avec vos représentations en 3D. L'imagination est d'autant plus riche qu'elle est capable de faire émerger des univers alternatifs, des univers qui n'existent pas ou qui pourraient exister ou qui ont pu exister. L'écrivaine Cyrus Tvedt disait qu'écrire de la fiction, c'est comme se souvenir de ce qui n'a jamais eu lieu. C'est fantastique, c'est un souvenir de ce qu'on n'a pas vécu. Le grand problème, c'est pas de faire émerger des mondes alternatifs. Je veux dire, les contes des Mille et une nuits sont une magnifique machine à faire émerger des univers alternatifs. C'est pas ça le problème, c'est de l'appeler science. Si vous faites un témoignage en justice, vous pouvez faire des témoignages alternatifs, ça s'appelle des mensonges, ou ça s'appelle des erreurs. Donc le problème n'est pas que ça n'a pas une grande richesse imaginaire. Je peux raconter le contraire de ce que j'ai vu. Mais le problème, c'est qu'en tant que témoignage, ça n'est pas valide. Donc le problème n'est pas qu'il y ait des idées ou des représentations du monde qui sont alternatives. Il y en a plein dans la fiction, dans les mythes, etc. Le problème, c'est de l'appeler science. Et la science est une approche particulière qui malheureusement est trop peu enseignée dans notre pays. On enseigne ou on parle des résultats scientifiques, mais on n'apprend pas ce que c'est que la démarche scientifique qui permet de les obtenir, comment ils sont validés, le fait de savoir ce que vous évoquiez, qu'ils sont toujours provisoires, c'est toujours la meilleure façon que l'on a d'apprécier ce que l'on appelle la réalité. Mais si on pense que la recherche de demain sera féconde, eh bien c'est qu'on pense que ce qu'elle nous dira de la réalité sera différent de ce que nous concevons. Et donc, dire qu'on fait de la science ou qu'on a une donnée scientifique obtenue dans un cadre et avec une méthode qui n'est pas scientifique, c'est ça le problème. On peut dire, j'ai une idée très intéressante, j'ai élaboré une fiction. Donc, le problème, c'est ce qu'on appelle c'est le domaine de référence. Si vous parlez de science, eh bien, il y a un certain nombre de règles. Si vous parlez de témoignage, il y a un certain nombre de règles. Si vous parlez de peinture, c'est autre chose. Alors, j'aimerais rebondir sur les mondes alternatifs. Alors, certaines sciences peuvent utiliser des mondes alternatifs. Je vais prendre deux exemples, l'archéologie et la préhistoire. Et donc, les archéologues, voilà, ils voient les ruines d'un bâtiment, ils découvrent des objets et ils vont se dire, mais en fait, comment c'était à quelle époque, comment ça a été construit, dans quel ordre ça a été construit, et ils vont faire des hypothèses. Ces hypothèses, ils peuvent les visualiser mentalement, mais on peut, nous, par mon métier, nous les aider éventuellement, par les reconstructions 3D, à reconstruire leurs hypothèses sur ces mondes alternatifs qui, peut-être, sont tous faux,
Peut-être que deux archéologues différents vont avoir des opinions divergentes, mais le fait de pouvoir représenter ces mondes alternatifs, alors justement, ce qui est très intéressant dans mon domaine, c'est de trouver des représentations imagées, de bien montrer que les parties des ruines dont on sait qu'elles sont là parce qu'on les a captées avec un laser 3D, eh bien là, on va les représenter en dur, et les autres, on va les représenter en transparence, pour bien dire, ça c'est l'imagination, c'est une hypothèse. Et c'est très intéressant d'aller jusqu'au bout dans ces mondes alternatifs, parce qu'en prenant ces hypothèses sur la construction, peut-être qu'on va arriver effectivement à un vrai monde alternatif, à une impossibilité, à se dire si on a fait ça dans cet ordre ou si c'était comme ça, eh ben non, on voit que là c'est pas possible puisque dans notre monde réel, on a la preuve que ça peut pas s'être passé. Et comme ça, on va pouvoir éliminer des hypothèses. Alors ça, c'était un premier exemple. Deuxième exemple, c'est le travail qu'on fait avec l'équipe d'Henri de Lemelay, le préhistorien, sur reconstruire les chasses préhistoriques de l'homme de Tautavel. Là aussi, finalement, ces préhistoriens, ils ne peuvent faire que des hypothèses. Ils ont trouvé dans la grotte de Tautavel des indices. Ils ont petit à petit, eux, ils prennent l'image qu'ils ont comme un grand dictionnaire, puis qu'ils arrachent les pages au fur et à mesure qu'ils sont en train de lire leur livre, puisqu'ils sont en train d'enlever des couches dans leur grotte. Et dans chaque couche, ils trouvent des petits ossements. Ça va des ossements de grenouilles, ça va jusqu'à des graines d'arbres, de plantes. Et puis, ils imaginent le monde virtuel de l'époque qui contenait ces plantes, ces animaux. Et ils imaginent comment les hommes de l'époque pouvaient aller chasser un élan ou même un mammouth. Il y avait des mammouths également dans cette vallée. Et donc voilà. Et ce qu'on voudrait leur offrir, c'est un petit laboratoire virtuel qui leur permet d'exprimer leurs hypothèses, d'exprimer les lois, de voir ces mondes alternatifs. Et peut-être que ça va les aider à imaginer quelque chose qui est proche de notre histoire. Tout à fait. Ce que je veux dire, il n'y a pas de démarche scientifique qui ne se fasse, on l'a évoqué avec l'imagination, sans passer par des mondes alternatifs et imaginaires. C'est-à-dire découvrir ou penser ce qu'on ne connaît pas, ça veut dire l'imaginer comme une réalité alternative à ce qu'on connaît. Le problème, c'est à quel tamis ensuite on le passe. Et donc la méthode scientifique, c'est pas le problème d'imaginer. Plus on a d'imagination, plus c'est intéressant. Plus on construit de mondes alternatifs, plus c'est intéressant. C'est avec quelle méthodologie ensuite on va faire le tri entre ce dont on pense que ça correspond à une réalité évaluable et ce qui est d'ailleurs ce qui est intéressant dans la science, de la science-fiction ou ce qu'on peut rêver à partir de la science. L'archéologie fait rêver, la paléontologie fait rêver. Ça ne veut pas dire que la paléontologie, c'est tout ce qu'on rêve devant un squelette. C'est à quelle méthode a-t-on fait appel? Elle change. Il n'y a rien qui change plus souvent que la phylogénie, c'est-à-dire la généalogie de l'ensemble du monde vivant. Mais elle change à partir d'une grille de lecture et d'une méthode qu'on utilise. Et donc c'est ça. Après, elle peut faire rêver. Après, le rêve peut aider à le construire. Mais je crois que c'est important. Et lorsque, par exemple, on rétablit un cousinage entre l'homme de Néandertal, ce qu'on appelle l'homme moderne, c'est-à-dire nous, et Denisova, à partir de séquences d'ADN reprises dans des petits morceaux d'os, on commence à découvrir une histoire et un continent dont on ne connaît rien. On ne sait même pas à quoi ressemblait le squelette de notre cousin Denisova, pour partie ancêtre. Mais dans ce qui a été découvert, il y a des bases qu'on peut évaluer, réévaluer ou contredire. Donc c'est pas l'idée que Néandertal est notre cousin n'est pas un fait alternatif dans lequel on pourrait dire qu'il n'a aucun rapport avec nous, qu'il est le cousin le plus proche des panthères, qu'il n'a jamais existé. C'est ce qu'on peut rêver à partir de ce qu'une approche scientifique nous a permis, pour l'instant, pour le moment, de valider. Et ça change. Pendant très longtemps, on a pensé qu'il n'y avait aucune relation entre Néandertal et les hommes modernes. Maintenant, on s'aperçoit qu'ils ont eu des unions et que nous sommes les descendants des unions entre Néandertal et l'homme moderne. Mais c'est pas de la fiction, c'est ce que la science, à un moment donné, nous permet de dégager. Et après, on peut rêver. Et après, le fait de savoir où ces unions ont eu lieu, c'est une fenêtre. Il semble que ce soit au Moyen-Orient. Où est-ce que c'était? Comment ça s'est passé? Ça, c'est l'ouverture du rêve, des mondes alternatifs. Mais cette base solide est quelque chose d'important. Donc, dans le fait alternatif, c'est pas le fait de rêver à partir de faits, c'est de considérer que tout ce que j'imagine est un fait dont la solidité est aussi grande que les faits qu'on peut établir par une approche scientifique. Donc c'est simplement, à mon sens, c'est non valide parce que ça se dit scientifique. C'est pas non valide parce que c'est quelque chose qu'on imagine. L'imagination, c'est fantastique. Mais c'est pour ça que je parlais de la justice, j'aurais pu parler d'autre chose. C'est-à-dire, il y a des domaines de validité, et le grand problème des fake news, c'est la même chose. La différence entre un roman et une information sur ce qui vient de se passer il y a 1 heure quelque part,
c'est pas le fait. Une fake news, c'est une information qui est fausse. Et donc l'appeler alternative sous prétexte que c'est une information sur un événement qui n'a pas eu lieu là où on le dit, c'est un terme qui ne veut pas dire grand-chose. Je veux dire, on peut dire que... On est bien d'accord. Voilà, on peut dire qu'un... Bon. Et mon domaine de recherche est capable aussi de créer beaucoup de fake news, y compris de prendre votre visage et de vous faire dire autre chose de ce que vous dites en changeant la région. C'est ce qui m'a inquiété voilà. Quand j'ai vu vos réalisations, parce que vous n'avez pas encore mis beaucoup d'êtres humains, etc., mais vous êtes capable de nous faire les informations bien de 20 sûr. Heures complètement virtuelles. Alors, c'est pas mon travail à moi, mais j'étais responsable d'une conférence qui s'appelle SIGGRAPH, où il y avait un article qui s'appelait « Modéliser Obama ». En fait, ils avaient pris les kilomètres de vidéos de Barack Obama, ils avaient fait de l'apprentissage deep learning, apprentissage profond, pour apprendre la manière dont sa voix est corrélée avec les mouvements autour de sa bouche et de son visage. Et ensuite, ils étaient capables, en prenant une vidéo d'Obama et puis une autre bande-son où il disait autre chose, d'utiliser donc ces méthodes d'apprentissage profond pour resynthétiser les images autour de sa bouche et resynthétiser finalement vraiment son visage qui dit autre chose. Donc ça pourrait servir au cinéma pour doubler les personnes quand on passe un film dans une langue puis dans une autre langue. On peut resynthétiser le visage des acteurs pour qu'ils prononcent vraiment dans la nouvelle langue. Il ne faut pas croire les images. Et ça, on le savait déjà. Mais simplement, on avait, pour l'instant, c'était des artistes infographistes qui, à la main, allaient modifier image par image les vidéos. Maintenant, on a simplement des méthodes plus automatiques pour le faire. Je dis à tout le monde, il ne faut pas croire les images. Un des trois intervenants est vrai. Oui, s'il vous plaît, j'aurais une question pour monsieur. Une question pour monsieur Ameisen, mais pas spécialement, c'est une question assez courte. C'est de quand date dans l'histoire des sciences, de quand date la découverte de l'ignorance? C'est-à-dire que je pense par exemple au XVIe siècle, ce qu'on appelait l'honnête homme, c'était par définition quelqu'un qui pouvait embrasser tout l'état de la science de son temps, plus ou moins. Est-ce qu'on a toujours su qu'on ne savait pas? Puis il y avait aussi les mythes, il y avait la religion, il y avait ce que disait l'Église. Est-ce qu'on a toujours su qu'on ne savait pas ou est-ce qu'on a découvert à un certain moment qu'on ne savait pas grand-chose? Alors c'est très ancien, je pense que c'est aussi ancien que l'humanité. Si vous lisez Platon, Platon fait dire à Socrate que le début de la philosophie, c'est toutomazein, ce qui veut dire s'étonner de son ignorance. Et Aristote le reprendra en disant que le début de la philosophie, qui à l'époque embrassait la connaissance scientifique, Aristote était autant un scientifique qu'un philosophe dans son temps, que c'est en s'étonnant devant son ignorance que commence la recherche de la connaissance. Donc cette idée que c'est l'ignorance à laquelle on est confronté, qu'on réalise, qui est le moteur de l'imagination, de la recherche et si on a de la chance, du fait de ramener un peu de connaissance, je pense que c'est aussi ancien que l'humanité, mais en tout cas ça dépasse de très loin dans l'Antiquité grecque, le XVIe siècle et l'honnête homme. Donc oui, il y a un très beau livre d'un neuroscientifique de l'Université Columbia, Feuerstein, je crois son nom, qui s'appelle Ignorance, How it Drives Science. L'ignorance, à quel point elle est le moteur de la science. Je crois que le livre a été traduit en français avec un autre titre. Et c'est ça. Et il avait, à Columbia, créé, dans son département, un enseignement sur l'ignorance. Alors, il disait qu'au début, c'était un peu difficile parce que pour demander aux étudiants de s'inscrire à un cours qui était un cours sur l'ignorance, au début, il y a eu une certaine sidération. Et puis, c'est venu, et il invitait donc ses collègues de toutes les disciplines en leur demandant de faire un exposé sur leur ignorance, ce qu'ils considéraient de plus important dans leur ignorance. Donc, c'est vraiment ça. C'est difficile, comme je vous le disais, de savoir ce qu'on ne sait pas. Mais c'est là que dorment les découvertes les plus extraordinaires. Une question ici, au milieu, dans la lumière noire. Voilà. Vous nous avez raconté ce formidable pas de deux entre l'imagination et la connaissance. Est-ce que vous pensez qu'elle peut aller au bout des 95% de l'inconnu? Enfin, voilà, la question est,
quelle est votre profession de foi dans le pouvoir de l'imagination pour aller jusqu'au bout? C'est dingue, quand on veut parler d'ignorance, on s'adresse toujours à moi. Donc je vais essayer de reformuler la question, c'est là où on... donc vous voudriez savoir si on pense qu'on va savoir ce qu'on ne sait pas. Oui? On n'est pas encore sûr, en fait. Non, mais je crois qu'il y a une autre façon de poser la question, ce qui m'a toujours étonné. Il y a un désir compréhensible, au fond, d'en finir avec l'ignorance et enfin de savoir tout. Ce qui est assez étrange comme sentiment d'imaginer qu'un jour, on saura tout. Mais c'est aussi contradictoire avec l'idée que la recherche de demain sera féconde. C'est-à-dire que si on pense qu'il faut faire de la recherche, c'est parce qu'on pense qu'il y a des choses dont on ne sait même pas aujourd'hui, qu'on ne les sait pas, qui vont d'un seul coup apparaître. Donc, ce n'est pas du tout l'idée que notre ignorance, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans, va enfin céder la place à la connaissance. C'est que le territoire de notre connaissance s'élargit. Et donc, les frontières de notre ignorance se déplacent. Un grand physicien disait que l'ignorance d'hier devient la connaissance d'aujourd'hui, mais donne place à l'ignorance de demain. C'est-à-dire, on découvre qu'il y a des choses qu'on ne connaissait pas, dont on n'avait même pas idée qu'elles existaient. Et c'est ça qui est fantastique dans la recherche, c'est de s'apercevoir que les frontières de notre univers, en termes de connaissances, sont toujours repoussées plus loin, et que donc nous nous enrichissons d'autant plus que nous découvrons dans les brumes des continents dont nous n'imaginions même pas qu'ils existaient. Et quand même pour continuer, pour aller plus loin que les 3 lettres de oui, je pense que, en fait, effectivement, on se pose aussi cette question spécifiquement pour nous autres astrophysiciens, quand on doit justifier qu'on travaille sur un truc dont on commence à dire qu'on ne sait même plus quel est l'objet qu'on étudie. Il faut trouver une façon de le présenter qui ne nous ridiculise pas trop. Et donc, quand on regarde l'histoire des sciences, on s'aperçoit que... Enfin, en tout cas, c'est mon regard, que quand il y a eu des grands changements de paradigme, on a envie de se dire, est-ce qu'on voit des signes avant-coureurs de ce que va être la découverte de demain ou du fait qu'on va y arriver? Et ça commence souvent par une étrange coïncidence. En fait, quand Copernic a dit que la Terre tournait autour du Soleil, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il a vu une étrange coïncidence. C'est que Jupiter, Saturne, Uranus tournaient. Donc elles tournaient apparemment autour de la Terre, puis elles tournaient sur un autre petit cercle qu'on appelle l'épicycle. Et en général, on présente ce petit cercle comme une façon de faire des corrections pour donner l'impression, pour expliquer pourquoi, par exemple, des fois Mars revient en arrière. Et ça, si on ne sait pas qu'on tourne autour du Soleil, on ne peut pas l'expliquer. Du coup, on a rajouté ce petit cercle. Et c'était une erreur. En fait, ces petits cercles, c'est la projection de notre propre mouvement autour du Soleil sur la planète. Et l'étrange coïncidence, c'est que toutes ces planètes tournent en même temps, à la même vitesse, de manière synchrone sur l'épicycle. Et cette étrange coïncidence de planètes qui, ensemble, ont un mouvement commun, ça fait tic, et on se dit, c'est pas possible. Einstein s'est dit la même chose. Si quelqu'un est debout devant moi, si je le pousse, sa résistance à la poussée, son inertie, est exactement de la même valeur que son attraction vers la Terre. Et ça, il n'y a aucune raison. C'est-à-dire que le fait que les deux résistent à tel point que si je laisse tomber une boule de plomb ou une plume, elles arrivent en même temps au sol, si on enlève l'air, c'est une étrange coïncidence. Et il en est arrivé à un changement de paradigme. Aujourd'hui, on a d'étranges coïncidences. Les étoiles tournent trop vite dans les galaxies trop vite dans les amas de galaxies, les galaxies s'éloignent trop vite dans l'univers. Et tout ça, c'est censé être lié à la gravité. On a envie de se dire, ce qui est grave, c'est ce qui est grave. Enfin, c'est pas grave, mais ce que je veux dire, c'est que c'est la gravité qui est grave et qui n'est peut-être pas aussi grave que ce qu'on croit. Enfin, c'est pas grave. Et ça, c'est un élément. Et le deuxième élément, c'est lié à l'analogie, tout à l'heure, je disais une sorte de synchronicité entre Bragg et Einstein. Et là, c'est un peu plus tiré par les cheveux, mais bon, on en est. C'est que on n'est pas les seuls, nous autres scientifiques, à être confrontés à des énigmes qui peut-être concernent, finalement, puisque ce regard, c'est le regard de l'homme qui regarde le monde, la description qu'on fait de l'univers parle aussi de celui qui observe et de nous.
Et donc, peut-être que la capacité qu'on a de voir autrement dépend de qui nous sommes aujourd'hui tous ensemble, et que cette démarche est commune à un ensemble de sciences et d'art et de culture. Et peut-être que l'écueil auquel on est confronté aujourd'hui, l'incapacité de voir autrement l'univers, d'être trop collé à certaines théories peut-être, c'est peut-être une incapacité qu'a aujourd'hui l'être humain de changer de monde. Et quand on voit qu'on est confronté à un enjeu climatique, énergétique, à l'échelle de la planète, qui demande à ce que les hommes ensemble, les êtres humains, hommes et femmes, ensemble, pensent à une échelle globale, c'est un nouveau défi pour le pouvoir de l'imaginaire, qui est au même moment là où on est en train de dire tout est fait de choses ténébreuses, on a besoin de changer complètement notre paradigme. Et j'ai envie de me dire qu'il y a un écho entre les deux. Et au moment où on dit ça, et je finis, on se rend compte que l'humanité est en train de tendre vers un nombre d'environ 11 milliards en 2100 d'après les Nations Unies, qui donne à penser que l'humanité atteint la taille adulte. Vous savez, un adulte, c'est quelqu'un qui change plus de taille. Et donc, il y a un nouveau défi pour l'humanité, qui est ensemble de penser ensemble, à une époque où on a tous des nouveaux outils, Internet, le téléphone portable, les big data, l'intelligence artificielle, avec toutes les menaces que ça peut avoir, mais avec la capacité de peut-être avoir cet autre regard. Et donc, j'ai la prétention de penser que les questions qu'on a sur l'univers reflètent une problématique de l'humanité dans son ensemble et qu'on est tous ensemble impliqués dans cette nouvelle vision. Voilà. Donc voilà, vous m'avez poussé, maintenant j'ai été plus loin. Si je peux dire juste une petite chose. Je pense que quand on fait de l'histoire des sciences, quand on regarde le passé, parce que l'avenir est, comme disait Woody Allen, les prévisions sont difficiles, surtout quand elles concernent l'avenir. Quand on regarde le passé, il y a deux choses étonnantes. Il y a toujours eu, ce qu'on retrouve rétrospectivement, il y a souvent eu des prémices, c'est-à-dire des personnes qui ont pensé ce qu'on croyait impensable, mais on ne les a pas écoutées, on ne les a pas lues, elles se sont un peu trompées. Et par exemple, pour Copernic, des Indiens, des Grecs dans l'Antiquité avaient pensé ce qu'il a pensé, mais c'est tombé dans l'oubli. C'est la première chose. Donc on trouve ensuite des pistes. Les choses ont rarement été non pensées par personne. Le deuxième, c'est que ça dépend énormément d'une époque. Il y a des stases. Je veux dire, le XXe siècle a été une révolution en physique. La fin du XIXe siècle, tout le monde a l'impression qu'il ne reste plus grand-chose à découvrir. L'univers est fixe, il se limite à la Voie lactée, il n'évolue pas, on sait ce qu'est le temps, on sait ce qu'est l'espace, etc. Et puis d'un seul coup, ça vient. Et donc il y a des phases de stase où on croit qu'on a presque tout compris, il n'y a plus de problème, il suffit de régler ce qu'on sait qu'on ne sait pas, et puis d'un seul coup, il y a quelque chose de nouveau qui émerge. C'est le premier point. Le deuxième, je crois, qui est important, c'est que les problèmes qui nous confrontent sont des problèmes dont les solutions seront globales, si elles existent, ce que vous disiez. Par contre, la recherche, la découverte de la nouveauté, de l'inattendu, elle est souvent dans l'histoire des sciences individuelle. Et ce sont des gens qui, pour des raisons étranges, à un moment donné, vont avoir une idée, vont avoir une intuition, vont la développer. Et ça n'a rien à voir, c'est lié aux problèmes que se pose l'époque, mais ça n'a rien à voir avec une entreprise collective où 200 ou 2000 ou 10 000 personnes se sont réunies en disant « il faut qu'on résolve ce problème ». En général, l'histoire montre que ça n'a pas résolu grand-chose, sauf les problèmes techniques. Parce que ça, c'est important, la mise au point de machines, d'objets. Mais quand il s'agit d'intuition, de révolution scientifique, c'est en général un travail solitaire. Et donc, solitaire, même si ça peut être un petit groupe. Et donc, je crois que c'est important de garder dans l'esprit, dans un pays comme le nôtre, où la recherche a du mal à être financée, quand ce n'est pas une recherche qui a un objectif mesurable et appréciable et valable, mais que c'est de la recherche juste à titre de connaissance. Einstein n'essayait pas de résoudre un problème qui était important pour l'humanité. Il essayait de réfléchir et de résoudre des problèmes mathématiques. Darwin ne résolvait pas un problème qui était important pour l'humanité. Et donc de garder une recherche libre, ouverte, tout en se focalisant sur l'importance de tout ce qui est collectif, lorsqu'il s'agit de mettre les connaissances en application pour ce qui est le plus souhaitable pour l'humanité. Mais ne pas penser à une science qui serait une science de régiment, où le nombre de personnes qui se posent une question augmente la probabilité que la réponse arrive. Merci infiniment. Alors, il y a une chose que vous ne voyez pas ici, c'est que depuis 10 minutes, on a écrit devant nous « time out ». Donc, voilà. Alors, c'est un univers alternatif. On n'est que 4 à vivre dans cet univers, mais comme on a le pouvoir, exceptionnellement,
Ça va se passer comme poser ça. une Non. question. En revanche, ce que je voulais dire, mes 3 invités et accessoirement moi-même, nous allons aller au bar des Bouffes du Nord qui se trouve à la sortie à droite. Donc si vous souhaitez leur poser d'autres questions, ils seront là quelque temps. C'est juste pour dire que je suis désolé, je suis sûr que je prive certains de questions très importantes, mais je suis obligé parce qu'il y a un débat qui va venir après. Je dois dire que ce débat a dépassé tout ce que je pouvais imaginer. Je vous remercie tous les 3 et merci à tous d'être venus.